Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette dernière conférence plénière Patrimonia 2019, consacrée à un sujet plus que d'actualité, qui a monopolisé, on peut le dire, depuis, enfin en tout cas nous on le sait, les commentateurs, les organismes financiers et assureurs, aussi bien dans leurs services actuariat, juridiques, financiers, marketing, et qui va déboucher maintenant sur les premiers produits d'épargne retraite nouvelle génération. Je crois qu'ils sont attendus pour les premiers, on en parlera bien entendu, mais dès le 1er octobre, il y a déjà eu des annonces qui ont été faites sur ce sujet. Alors, vous avez ça, c'est reparti, on a notre plateau, mais n'oubliez pas que vous pouvez vous connecter pour poser vos questions. Voilà, on m'a dit de bien le répéter, donc surtout pour participer, vous n'hésitez pas, vous vous connectez par le web. Alors, vous tapez l'adresse mail, ce n'est pas une application, je vous le rappelle, et surtout n'hésitez pas puisqu'on pourra poser des questions en direct. Donc sur ce gros sujet qui mobilise toute la profession et qui va certainement vous mobiliser aussi, on va laisser la parole à quelqu'un d'imminent qui est tout simplement Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Monsieur Bruno Le Maire, vous avez, pour ceux qui étaient là hier matin à la conférence, vous avez déjà entendu son allocution. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous propose de l'écouter pour lancer ce débat. Vous pouvez y aller en régie. Bonjour à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui à Lyon, mais je voulais vous remercier pour tous les conseils que nous avez donnés dans le cadre de la préparation de la loi Pacte et surtout de l'effort que vous allez faire dans les mois et les années à venir pour développer l'épargne retraite dans notre pays. L'épargne retraite aujourd'hui en France, c'est environ 200 milliards d'euros. Ce n'est pas grand-chose comparé aux 1600 milliards d'euros d'assurance vie. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions développer dans les années à venir cette épargne retraite en passant de 200 milliards d'euros à 300 milliards d'euros dans les années à venir. Et cela dépend beaucoup de vous, de votre capacité à placer nos nouveaux produits d'épargne retraite que nous avons créés avec la loi Pacte. Qu'est-ce que nous avons voulu faire avec la loi Pacte ? Avoir un seul produit d'épargne retraite qui soit simple, qui soit avantageux pour les Français et qui soit le plus souple possible. Simple parce qu'au lieu des 10, 12, 15 produits d'épargne retraite qui existent aujourd'hui, il n'y aura plus qu'un seul modèle d'épargne retraite qui sera disponible pour tous les Français avec un souci de justice et un souci d'équité. Simple également parce que ce produit d'épargne retraite sera portable quand vous changez d'emploi. Je pense que c'est un point qu'il faut expliquer à tous les salariés français. S'ils ouvrent un produit d'épargne retraite dans une entreprise à 25 ou à 30 ans, qu'ils changent d'entreprise à 35 ou à 40 ans, eh bien, ils garderont le même produit d'épargne retraite. Il sera portable sans aucune complexité. Avantageux fiscalement, c'est aussi un point qui était très important à mes yeux. Toutes les sommes qui auront été placées volontairement par le salarié sur ce plan d'épargne retraite pourront être déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu. C'est un avantage fiscal très important que nous accordons à ces plans d'épargne retraite et c'est un avantage fiscal qu'il faut évidemment mettre en avant auprès des salariés qui pourraient être intéressés. Enfin, un produit qui soit souple, parce que je n'ai pas voulu que l'on fixe des règles trop compliquées ou trop contraignantes pour les salariés. Ceux qui auront souscrit un plan d'épargne retraite pourront donc librement, sur les sommes volontaires, les débloquer tout au long de leur vie. S'ils veulent acheter, par exemple, une résidence principale, ils auraient besoin d'un apport en capital, eh bien, ils pourront apporter le capital nécessaire. Et au moment de liquider ce produit, ils pourront choisir, toujours sur les sommes volontaires, entre le liquider en rente ou le liquider en capital. Ils auront cette liberté de choix, parce que moi, je fais confiance aux épargnants français pour faire le bon choix au moment où ils partiront à la retraite en fonction de leur situation financière personnelle. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter. La loi a été votée, ce produit d'épargne retraite simple, souple, avantageux est désormais disponible, mais son succès dépendra entièrement de vous. Il dépendra de votre mobilisation, il dépendra de votre capacité à expliquer aux Français et aux salariés à quel point cela peut être un complément avantageux et intéressant pour leur retraite, tout en leur laissant, une fois encore, une liberté de choix totale au moment de partir à la retraite. Merci une fois encore pour vos conseils et merci surtout pour le soutien que vous nous apporterez dans les années qui viennent. Remercions le ministre de l'économie et des finances. Et je crois que vous avez compris le message. Comme dans une célèbre émission, il compte sur vous pour que ce soit une réussite.
cette épargne retraite, avec un objectif qui est clair, je crois que c'est financer l'économie. On l'a dit, 200 milliards en épargne retraite, ce n'est pas assez, face aux 1700, 1600, 1700 milliards d'assurance vie. Donc, sera-t-il entendu? On l'espère. En tout cas, je pense que nos 3 interlocuteurs et nos 3 intervenants sont là pour vous convaincre. On va quand même leur poser quelques questions. Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui arrivent. Je ne voulais pas vous faire peur, mais il y a déjà quand même des questions. Est-ce qu'ils sont entendus? Parce que ce n'est pas la première réforme de l'épargne retraite que nous connaissons. Enfin, moi, j'en ai connu une très grande en 2003-2004. À l'époque, on nous avait expliqué qu'il y avait le PERP, le PERCO et que ça allait faire un tabac. Ça n'a pas eu le succès escompté. Donc aujourd'hui, est-ce que ce sera la bonne? On l'espère. Sachant que nous avons maintenant de nouveaux véhicules. Alors en 2 mots, fini le PERP, presque, enfin on verra, fini le PERCO, adieu nos vieux contrats Madelin, est-ce qu'on va pouvoir les appeler contrats Madelin, c'est fini? C'est un peu triste ça, voilà. Et puis nos articles 83, bienvenue au... Alors là, vous allez nous donner des... vous allez nous donner des explications. Le PERI individuel, mais certains l'appellent le PERIN. Il y a le PERC collectif, c'est pas très beau, et il y a le PERO obligatoire, mais certains leur donnent des noms différents, donc on saura s'il en existe. Et comme me dit un CGP tout à l'heure, pourvu que ce ne soit pas le péril. Alors, je ne dirai pas son nom, sauf à la fin peut-être, s'il est dans la salle. Donc, pour nous parler de tout ça, 3 invités importants de la profession. Monsieur Lionel Cor, donc sous-directeur assurance au Trésor. Merci de votre présence. Monsieur Xavier Collot, directeur épargne d'Amundi. Donc vous allez évidemment nous parler de gestion financière de ces nouveaux PERP. Et puis Jérôme Dédéian, associé fondateur de la société RS, spécialisée en épargne retraite et épargne salariale, et aussi vice-président de Planète CSCA, nouveau syndicat de courtiers d'assurance qui s'est créé récemment et qui a produisé une émission qui s'appelle Game of Pact, bien faite, donc je vous invite aussi à regarder pour parfaire vos connaissances dans ce domaine. Tout de suite, la parole à monsieur Lionel Cor. Vous allez nous présenter l'architecture des nouveaux PER. Alors PERI, PERC, PERCO, peut-être qu'il y a pas PERCO, ça y est, je me trompe, PERO. Et vous allez nous dire vraiment ce qui change, nous redonner l'ensemble, comment ça va se passer, quelles seront les premières générations de produits que nous pouvons attendre. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors je vais commencer par parler du nom, puisque le ministre m'a laissé la possibilité de vous annoncer le scoop sur le nouveau nom que nous avons choisi. Eh bien, ce sera le PER. Voilà. Enfin. En fait, il a été tellement utilisé dans cette préparation et dans les semaines qui viennent que nous avons choisi de garder ce terme. Alors, on va essayer de se préserver des jeux de mots, mais je crois qu'il y en aura quelques-uns. Je m'en excuse, en fait. Bon, on en a imaginé quelques-uns aussi. C'est effectivement fini, les Madelins, les PERP. En tout cas, ce sera totalement fini dans 1 an, puisque au 1er octobre 2020, la commercialisation cessera. Et donc, à partir de demain ou après-demain, le 1er octobre, nous lançons les nouveaux produits, les premiers produits qui seront prêts sur étagère pour les épargnants, pour vous les professionnels. Alors, avant de vous décrire un peu le dispositif, sachant que le ministre l'a déjà bien fait pour nous, je vais prendre un tout petit peu de recul sur le sens de cette réforme, avec une focale un peu plus large qui est celle de l'épargne en général, parce que je pense que c'est un sujet qui nous intéresse collectivement, qui vous intéresse, avec une question que vous allez de toute façon me poser si je ne vous réponds pas, c'est: le fonds euro est-il mort ? Donc la réponse est manifestement non, si on en croit la collecte abondante cette année quand même sur ce produit et sur les 1400 milliards d'encours sur ce produit. Pour autant, l'offre d'épargne des Français va changer, doit changer profondément dans les années qui viennent. Et c'est ça le débat qui est celui auquel nous devons répondre, auquel nous commençons à répondre de façon importante avec la loi Pacte. Ce changement, c'est le changement d'un monde financier qui a changé. C'est ce monde des taux bas, voire négatifs, qui ont notamment comme conséquence que les obligations,
n'offrent plus toutes les promesses qu'elles ont pu offrir aux Français, celle du rendement. C'est aussi un enjeu pour nos entreprises qui aujourd'hui ont besoin peut-être moins de dette, surtout qu'elle est pas chère si on va s'endetter auprès de sa banque. En revanche, elles ont besoin de capital, notamment pour préparer l'avenir, pour préparer la transformation de leur business model, notamment face aux enjeux technologiques, à la digitalisation, au changement climatique. Et ce n'est pas des formules, c'est une réalité qu'il faut anticiper maintenant avec un financement adapté. Or, le financement obligataire ne répond pas à cet objectif-là. Le deuxième changement, c'est le changement de la modernité, tout simplement, et le changement de l'adéquation aux besoins des Français. Nous pensons au Trésor et avec le gouvernement qu'est révolu le temps du produit unique couteau suisse qui prétend répondre à tous les besoins des Français. Le fonds euro, c'est de lui dont il s'agit, qui a eu cette vocation-là aujourd'hui, peut certainement continuer à promettre une forme de liquidité, de sécurité, mais certainement pas le rendement. Et ce, durablement. Et à partir de maintenant. Et donc, dans ce contexte, il est plus important que jamais de proposer aux épargnants d'autres produits qui vont répondre à ces attentes. C'est le sens de la réforme que nous menons en fait depuis quelques années et avec lequel nous avons franchi un pas décisif avec la loi Pacte, qui est de lui proposer proposer aux épargnants des produits qui répondent à leurs attentes, à leurs choix. Et donc on va le faire avec un certain nombre de choses qui sont dans la loi Pacte, qui n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui, sur la réforme du PEA, sur la réforme de l'épargne salariale, mais aussi dans le cadre de l'assurance vie, voire à commencer par le cadre de l'assurance vie qui est cher aux Français, qui représente 40% de leur épargne financière aujourd'hui, qui leur apporte un certain nombre de sécurités en matière de protection de leurs proches, en matière de transmission, et donc de leur proposer dans ce cadre-là aussi des alternatives. L'alternative d'unités de compte enrichies, notamment dans l'investissement dans nos PME, c'est la réforme des FCPR et des unités de compte, c'est l'euro-croissance qui va être une réalité dans quelques mois, et ce qui va être une réalité dans 3 jours, le plan d'épargne retraite, avec aussi la jonction avec les produits gestion d'actifs, puisque désormais nous avons enfin mis fin à une séparation du monde entre des produits réservés aux assureurs d'une part et des produits réservés aux gestionnaires d'actifs d'autre part. Cette réforme, elle vous met au centre, parce qu'à partir du moment où on va avoir différents produits qui répondent à des besoins clairs, mais différents, à des attentes différentes en matière de sécurité, de liquidité et de rendement, ça rend votre conseil plus important que jamais, et tout au long de la vie. Parce qu'il y a des choses qu'on doit anticiper, il y a des choix importants qu'on doit faire, typiquement au moment de la retraite, pour le produit qui va nous occuper. Et donc ce monde-là, c'est un monde dans lequel on doit accompagner le Français plus que jamais dans ses choix d'épargne. Alors, je ne sais pas si mes slides sont très visibles, mais ce n'est pas grave, je vais vous en donner la substantifique moelle. Donc l'une des raisons pour lesquelles les Français épargnés, notamment en assurance vie, près d'un quart des épargnants en fonds euros le déclarent, c'est pour préparer leur retraite. Les chiffres ont été rappelés, 230 milliards si on vraiment compte tous les produits d'épargne retraite supplémentaires, à comparer aux 1600, même 1700 milliards d'euros aujourd'hui d'épargne en assurance vie. On voit bien qu'il y a un problème. En tout cas, les Français ils utilisent autre chose, un produit qui finalement, par ses conditions de liquidité, n'est pas un produit qui est fait pour le long terme. Et donc, il faut s'attaquer à l'existence d'un produit dédié. Alors, les produits dédiés, il y en a des produits qui existaient, ce que vous avez rappelé, c'est les PERP, les Madelin, les 83, les articles 39, j'en oublie, les produits en points, les branches 26. Donc, il y en a, mais quand on fait la somme, c'est pas grand-chose. Et donc, on s'est attaqué aux freins, à tout ce qui peut expliquer pourquoi ces produits, aujourd'hui, fondamentalement, ne fonctionnent pas. Et on en a rappelé quelques-unes de ces raisons. C'est des raisons de rigidité de ces produits, notamment dans leurs conditions de sortie, avec des choix souvent assez réduits, des percos qui sortent très en capital, et puis les autres qui sortent souvent en rente, alors avec des mécanismes de contournement aussi. On va ouvrir plein de pertes pour sortir finalement pas mal en capital. Mais c'est quand même plutôt un frein au développement. On ne les emmène pas avec soi, ces produits, on change de statut, on change d'entreprise, et on ouvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits, puis on en oublie 2, 3, 4 en route.
sans forcément même prendre conscience que c'est finalement son argent, avec beaucoup de déshérence finalement, et ce n'est pas adapté aux carrières d'aujourd'hui, qui ne sont pas des carrières linéaires. Alors, pour y faire répondre à ces enjeux, on va essayer de résumer les grandes caractéristiques du produit, mais qui se résument globalement à faire un produit attractif. C'est de résoudre tous ces freins, encore une fois, à ce qui en fait le caractère vendable, attractif, puisqu'on n'est pas dans de la retraite obligatoire, on est dans un produit d'épargne, dans un produit d'épargne supplémentaire, et donc il faut que les distributeurs, que vous sur le terrain, vous ayez un discours vendeur, et qu'on ait un produit qui soit effectivement adapté aux besoins, aux demandes des clients. Sinon, ça ne sert à rien. On peut, ça a été le grand débat qu'on a eu, vouloir faire de la rente pour tout le monde, mais si les gens n'achètent pas le produit, ben, finalement, il n'y a pas de rente. Voilà. Et donc, portabilité, alors des produits qui se portent tous les uns dans les autres, qu'on soit gestionnaire d'actifs, assureur, et qu'on soit de l'individuel vers le collectif, du collectif vers l'individuel, avec certains enjeux de back-office derrière pour pouvoir continuer à suivre les sommes, effectivement, mais pour l'utilisateur, pour l'épargnant, sa vocation est être simple. On peut emporter son épargne retraite tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, quel que soit son statut. C'est important. Il faut aussi que la portabilité soit possible, qu'on ne la tue pas avec des frais en passant, et donc on a encadré les frais, 1% les 5 premières années, aucun frais après la 5e année. Il fallait aussi que les conditions de sortie soient libres. C'était un élément extrêmement important qui nous est remonté depuis des années en fait sur ces produits. Et donc, comme l'a rappelé le ministre, des cas de sortie anticipée où on a généralisé les cas de sortie anticipée, notamment de résidence principale qui n'existaient que dans l'achat de la résidence principale, qui n'était que dans le PERCO, et surtout en sortie. Soit il y a des versements automatiques de l'entreprise, bon, eux qui vont continuer à servir à préparer un complément de revenu, une rente au moment de la retraite, mais tout ce qui est versement libre, sur lequel la dimension d'attractivité est absolument clé, eh bien, liberté au moment de la retraite de choisir ces modalités de sortie. Harmonisation du cadre fiscal, évidemment, pour que les produits soient portables les uns dans les autres, il faut qu'ils obéissent aux mêmes règles fiscales, et on a évidemment généraliser la règle la plus favorable, un produit défiscalisant à l'entrée, ce qui n'était par exemple pas le cas sur les versements libres sur un PERCO. Et donc la fiscalité se fait au moment de la sortie, selon capital ou rente, mais selon des modalités en fait parallèles à l'impôt sur le revenu et l'option PFU sur le capital. Voilà. Alors, ce qu'il nous fallait aussi, c'est que ces produits rapportent de l'argent, parce que l'une des critiques était aussi que ces produits, finalement, ils ne se distinguaient pas toujours beaucoup de produits comme l'assurance vie en matière de rendement, ce qui est un peu dommage quand on place son épargne à 30 ans. Et donc, on a généralisé. Alors, nous, on peut, au niveau des pouvoirs publics, c'est dur de donner le rendement. En revanche, ce qu'on pouvait faire, c'est essayer de généraliser la meilleure pratique du marché, ce qui était la gestion pilotée par horizon, c'est-à-dire la désensibilisation progressive au risque. Alors certes, sur des modalités au choix de l'épargnant, et puis il peut changer d'avis aussi, mais sur quelque chose qui est organisé pour lui, qui permet d'être investi de façon risquée, dynamique, loin de la retraite, et de sécuriser progressivement son épargne quand on s'approche du moment où on veut pouvoir bénéficier de ces sommes en tout et en partie, avec des modalités, encore une fois, qui sont adaptables. Voilà, pour généraliser finalement, ce qui permet de dégager sur la durée d'un tel produit les meilleures conditions. Troisième sujet important, la protection de cette épargne. On parle d'épargne bloquée, même s'il y a des cas de sortie anticipée, même s'il y a une dimension de portage, ça reste de l'épargne bloquée. Bon, ben pour de l'épargne bloquée, il est important qu'on puisse garantir aux épargnants que la richesse générée par cette épargne bloquée ne sert pas à rémunérer d'autres, et que leur argent est suffisamment à l'abri quand même, parce que quand on sans se marier, mais quand même on entre en partenariat avec un professionnel, avec une compagnie pendant 10, 20, 30 ans, on a envie d'avoir quelques sécurités. Donc ça, c'est pour les produits assurantiels, et pour permettre que ces sommes et cette sécurité, que cette promesse soit une réelle promesse, de cantonner ces sommes. Et alors, qu'est-ce que ça... Et quatrième point, peut-être pour finir. Oui, non, voilà. Quatrième point, stimuler la concurrence sur le marché de l'épargne, ce qui me fera la transition parfaite.
Et donc avoir effectivement l'une des bonnes façons de générer le rendement, c'est qu'on propose les meilleurs produits avec de la concurrence entre les acteurs. Et donc on a mis fin à l'existence de deux mondes parallèles qui communiquaient pas forcément trop entre eux, entre des produits gestion d'actifs et des produits assurance. Voilà, donc juste pour illustrer, mais en fait j'ai tout dit, on est passé du monde avec certes plein de jolies couleurs, mais finalement beaucoup de variétés, et puis des croix rouges et des trucs pas forcément terribles, et puis une ligne de partage entre le monde des produits assurantiels et puis le PERCO dans l'autre coin. Et maintenant le schéma qui est celui du 1er octobre, c'est celui du schéma bleu avec ce cadre unique qui ne se déclinera qu'en individuel, collectif, universel, c'était l'ancien PERCO, et collectif catégoriel, c'était les anciens articles 83 qui répondent aux mêmes règles, qui sont transférables les uns dans les autres selon les mêmes règles. Parfait, merci. Je suis obligé de vous... Mais je sais que vous êtes passionné par le sujet. Il y a 2 dates, effectivement, 1er octobre 2019, 1er octobre 2020. J'en rajoute une troisième, c'est 1er janvier 2023. Ce sera la fin possible des transferts de produits non pacte vers les produits pacte et la fin de l'abattement majoré sur les contrats d'assurance vie pour passer dans les produits pacte, PER pacte. Voilà. Donc 3 dates importantes pour vous à retenir. Merci Lionel Corre, on viendra, parce qu'il y a pas mal de questions sur le sujet. Xavier Collot, qu'est-ce que ça va changer pour les asset managers? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Lionel Corre a parlé de gestion pilotée. Est-ce que vous allez rentrer à fond dedans? Est-ce que c'est pour les CGP, c'est un vecteur intéressant? Et est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement à faire? Je vous écoute, on vous écoute, pardon. Alors, bonjour à tous, merci de votre accueil. En tout cas, moi, je suis ravi d'être ici à Patrimonia, à côté de Jérôme et de Lionel, parce que je pense qu'on est à l'aune d'une grande réforme de l'épargne retraite dont vous serez probablement fiers de porter auprès de vos clients dans les jours, les mois, les années à venir, et qui va sceller, à mon avis, effectivement, probablement le trou dans la raquette qu'on avait en France sur l'horizon long. Deuxième point, je pense que cette réforme du PER, elle va réconcilier finalement les épargnants avec le rendement. Comment? En prenant un peu plus de risques. Les annonces de cette semaine ont marqué les esprits, avec de grands assureurs de la place qui ont annoncé la fin du tout euro, du tout garanti. J'ai presque envie de dire, il était temps. Il était temps. Pour autant, on voit bien les enjeux face à nous à construire au fil du temps de l'accumulation de capital. Pourquoi? Pour faire face à ses besoins futurs au moment du départ à la retraite. Voilà. Enfin, on rentre dans le marché de ce qu'on appelle l'accumulation de capital. Alors, bien entendu, c'est une très bonne réforme qu'on soutient et qu'on soutient depuis de longs mois. Elle rentre en vigueur le 1er octobre. Nous ne loupons pas cette date, elle est importante. Et donc, Lionel a évoqué effectivement la gestion pilotée. On a eu beaucoup de débats dans nos instances sur la fameuse gestion pilotée. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle existe depuis très longtemps dans les dispositifs d'épargne retraite collective de type PERCO. Donc, nous ne sommes pas des novices autour de cette pratique. On connaît bien. Elle est très utilisée outre-Atlantique. Donc, je veux dire, on se rapproche de grandes pratiques du monde anglo-saxon. Et finalement, le principe est assez simple. Il est illustré juste au-dessus de moi. C'est la combinaison, et ça c'est important, de diverses classes d'actifs qui vont permettre d'apporter une gestion diversifiée, puisqu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, pour apporter du rendement supplémentaire, ça suppose de diversifier son épargne. Arrêter de jouer le mono-titre, le mono-classe d'actifs, encore une fois. Alors là, vous avez l'illustration de ce qui est défini ni plus ni moins dans l'arrêté de la loi Pacte, définissant le cadre de la gestion pilotée. Bonne nouvelle toutefois, la loi Pacte définit un cadre autour de la gestion pilotée, puisque par le passé, on ne va pas se le cacher, la gestion pilotée, chacun l'interprétait à sa façon. Et donc, on pouvait trouver des gestions dites équilibre et en fait qui étaient plutôt prudentes, des gestions dynamiques qui étaient plutôt équilibre, et parfois très peu de gestions dynamiques permettant de procurer davantage de rendement dans un horizon beaucoup plus long. Donc, cette combinaison, c'est 3 types de choses. Des actifs de croissance. Alors, les actifs de croissance, c'est quoi? C'est les actifs qui vont permettre d'aller chercher du rendement sur la durée en prenant une dose de risque bien supérieure à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Des actifs de diversification, et ça c'est une très bonne nouvelle qui ne fait encore une fois que renforcer la loi dite Macron qui avait permis déjà d'ouvrir la porte vers la diversification, vers du financement PME, PMI. Et là on va beaucoup plus loin demain puisque la quote-part de diversification d'actifs réels qui va combiner
du financement de capital développement, ce qu'on peut aussi appeler dans le vocable anglo-saxon du private equity, de la dette privée, de l'immobilier, est beaucoup plus souple avec ce qui est défini dans le cadre de la loi Pacte que ce qui était défini jusqu'alors. Et toutes les frontières sont abattues, puisque que le produit soit assurantiel, de gestion d'actifs ou tout autre, il a les mêmes définitions. Donc le panorama du marché s'ouvre, et donc cette couche de diversification, elle est fondamentale, parce qu'elle va permettre d'apporter du rendement supplémentaire à l'épargnant. C'est ce qu'il cherche, c'est ce que cherchent vos clients. Et puis par ailleurs, il a une vertu, c'est qu'il va permettre de financer l'économie. Et ça, c'est notre vertu importante, puisque ça veut dire qu'on va flécher l'épargne vers l'économie productive. Alors, ce n'est pas un slogan, c'est juste une réalité. Nos entreprises ont besoin de capitaux. La croissance de ces entreprises, le retour, c'est du dividende et de la croissance. Et donc, c'est de la valeur créée pour les épargnants. Enfin, des actifs de sécurisation nécessaires en fin de parcours sur une allocation 30 ans. C'est tout nouveau. On présente des grilles maintenant d'allocation à 30 ans et non plus à 20 ans, ce qui est un peu la tendance du marché. On est sur 30 ans. Pourquoi ? Parce que la duration moyenne de l'épargne à se constituer pour la retraite, ce n'est pas 20 ans, c'est plutôt 30 ans, notamment si les jeunes générations s'y mettent. Voilà. Donc, on a l'illustration de ce qu'est le profil d'une gestion équilibre. Bien entendu, vous savez tous que c'est l'option par défaut qui sera proposée à l'ensemble des clientèles demain. Après, il est libre à chacun de choisir d'autres profils, voire une gestion libre dans laquelle chacun pourra aller piocher les supports de gestion qu'il juge nécessaires pour construire son épargne d'accumulation. Une autre illustration qui est importante, puisque finalement, dans un monde aujourd'hui qui a du mal à fabriquer du rendement du fait de l'environnement de taux bas, voire de taux négatifs, on a enfin, et je pense, définitivement réveillé les consciences de l'ensemble des épargnants sur la nécessité de se fabriquer ce rendement. Ce rendement, ça ne peut pas être l'accumulation mathématique des sommes que vous versez dans un dispositif. C'est forcément des sommes versées et couplées à du rendement, de la prise de risque qui va fabriquer un capital supplémentaire. Un petit chiffre que j'aime citer, pour avoir 327 € de complément de revenus sous forme de rente viagère, j'espère que je ne vais pas faire réagir Jérôme, sous forme de rente viagère, mais ça pourrait être aussi de la rente financière, c'est 100 000 € de capital constitué le jour du départ à la retraite. Vous dites 327 € brut, c'est pas cher, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. C'est vrai que c'est pas grand-chose. Donc vous multipliez par 3, pour avoir 1 000 € de complément de revenu, il vous faut 300 000 € de capital. Bon, faites le calcul, juste pour avoir des compléments de revenus, pas pour faire autre chose. Donc ça suppose quand même d'être dans un environnement de fabrication de rendement, et donc d'avoir la meilleure allocation possible octroyée à l'épargnant pour qu'il puisse fabriquer ce capital supplémentaire. Vous avez l'illustration. Ces schémas de perf projetés ont été faits dans l'environnement de taux d'aujourd'hui, donc extrêmement favorable sur tout ce qui est obligataire, comme vous le savez. N'empêche qu'une bonne allocation sur une durée 20 ans minimum vous permet de procurer des rendements non négligeables sur une durée d'un horizon défini qui est celui de la retraite en tout cas. Typiquement, vous êtes à 4% de rendement net annuel sur l'horizon profil équilibre. Bon, c'est quand même intéressant. Corrigez l'inflation, vous retirez un indice, vous êtes toujours supérieur à ce qu'on connaît par ailleurs aujourd'hui dans les dispositifs, qu'ils soient assurantiels ou autres, et dans la fabrication de cette épargne. Donc c'est une excellente réforme, puisqu'elle va enfin orienter, flécher l'épargne vers un usage de fabrication d'un capital supplémentaire, pour faire face à ses besoins futurs, la retraite, pourquoi pas les dépendances. Certes, il y a des portes de sortie que sont la sortie pour l'acquisition de la résidence principale, auquel nous tenons, parce qu'on sait bien qu'il y a une volonté toujours de vouloir s'équiper de la résidence principale. C'est toujours un acte important dans la vie du citoyen en France, mais pour autant, on est dans des produits qui destinent l'épargne vers le futur, et donc la nécessité d'ouvrir les portes, et d'ouvrir les portes sur des nouvelles solutions d'investissement. Et c'est ça la nouveauté, c'est cette réforme introduit des nouveaux véhicules. Alors, moi je représente l'épargne salariale, l'épargne retraite, donc je suis un fervent défenseur de ce qu'on appelle le FCPE, que beaucoup d'entre vous ici connaissent. Et le législateur, le gouvernement, a encouragé justement le développement du FCPE, outre
pour le côté gouvernance, parce qu'on va dans des schémas de plan de retraite. Donc la gouvernance d'un FCPE aujourd'hui a fait toutes ses preuves en termes d'outils de dialogue social dans l'entreprise. Mais au-delà de ça, on a aujourd'hui la possibilité d'introduire des nouvelles classes de diversification dans le FCPE. Alors moi j'appelle ça des FCPE à destination, on pourra appeler ça comme on veut, qui permettent d'aller jusqu'à 50% d'actifs réels. C'est une grande nouveauté. Aujourd'hui, aucun véhicule en France, UCITS, n'est capable de prendre 50% d'actifs réels. Donc, c'est une grande nouveauté et j'espère que l'ensemble des acteurs de la place iront vers cette démarche de créer de nouveaux véhicules. En tout cas, c'est un scope. Nous allons travailler, nous, Amundi, avec un autre partenaire qui est ici dans la salle au premier rang, qui s'appelle NextEdge, sur la création d'un véhicule qui permettra d'offrir des sources de diversification. Rappelez-vous la grille de gestion pilotée avec cette couche minimum de gestion pilotée, de gestion de diversification pour 10%. On va pouvoir créer des FCPE de destination. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On ne va pas mettre 100% d'immobilier dans la poche de 50%, mais on va aller chercher de la diversification à travers du capital de développement, du capital d'amorçage, de l'immobilier, de la dette privée, et tout ce qui peut constituer des actifs illiquides, mais avec de forts rendements à échéance. Encore une fois, on rentre dans un monde où on ne peut pas vouloir la liquidité à tout moment et avoir du rendement. Ça n'existe pas, c'est un mythe, et donc il faut dépasser cette volonté d'avoir de la liquidité à tout moment dans un horizon d'épargne retraite. Voilà. Donc c'est une grande nouveauté, ce point-là. Il n'a pas été beaucoup relayé jusqu'alors dans la presse le fait qu'on pouvait augmenter le poids de diversification dans les FCPE. Et donc, bien entendu, on est sur des FCPE qui vont offrir un horizon à plus de 8 ans, soyons raisonnables, à pas loger dans un plan d'épargne, à loger dans un plan d'épargne retraite, puisque l'horizon est long. On est sur une duration moyenne de 20 ans, et l'idée à 20 ans, c'est d'aller chercher un surplus de rendement avec ces actifs réels. Ok, merci Xavier Collot, j'ai bavard aujourd'hui. Le temps passe. Une question qu'on se posait dans les allées tout à l'heure, juste une confirmation, on peut mettre des fonds immobiliers dans ce PER, donc une question à tout le monde. Tout à fait, on peut mettre des fonds immobiliers, on peut mettre des SCPI. Alors, toujours est-il que la complexité de la SCPI, c'est que vous avez de forts droits d'entrée. Donc, si vous sortez 6 mois après pour un déblocage de résidence principale, ça va coûter un peu cher pour l'épargnant. Et donc, ce n'est pas dans l'intérêt de l'épargnant. Encore une fois, l'idée d'investir dans des briques de gestion, c'est quoi ton projet de vie? C'est quoi ton horizon de placement? Voilà, première question qu'il faut se poser quand on est épargnant. Et le job de chacun ici, c'est de pousser ce conseil pour qu'on puisse orienter l'épargnant finalement dans la voie qui est la sienne. Merci Xavier Collot. Jérôme Dédéian, l'aspect patrimonial du nouveau PER. Alors sachant que, préparez-vous tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de questions sur la fiscalité, notamment à l'entrée, à la sortie. Mais là, je vous laisse nous parler des propositions patrimoniales possibles, des options patrimoniales possibles. Merci Jean-Charles. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais partager avec vous ma conviction que le PER va prendre sa place, et une très grande place, dans le paysage de l'épargne financière des ménages français. On peut discuter, le gouvernement a dit 200 milliards à 300 milliards d'ici à la fin du quinquennat. Alors il a pris un petit pied de pilote parce qu'on part plutôt de 240, 250, donc c'est jouable. Moi, ma conviction, c'est que tous ensemble, à 10 ans, ça fera au moins 500 milliards. Et que ça aura pris une place essentielle à côté de l'assurance vie individuelle, pas pour la remplacer, mais vraiment très complémentaire. Voilà. Pourquoi? Lionel en a parlé, liberté, simplicité, portabilité, avantages fiscaux généralisés, cas de déblocage résidence principale, libre concurrence entre acteurs, tout ça va stimuler le marché et en fait un produit qui est un produit finalement assez simple, un seul produit de retraite, 2 modalités de souscription, soit dans mon cadre professionnel, soit à titre individuel, et 3 compartiments pour permettre de regrouper, si je le souhaite, l'ensemble des plans d'épargne retraite auxquels j'ai pu avoir accès tout au long de ma vie, personnelle ou professionnelle, à l'endroit où je pense que j'ai le meilleur conseil et où je suis le mieux servi. Et donc là, on voit bien qu'il y a un boulevard pour les conseils à valeur ajoutée pour essayer de, avec leur valeur ajoutée, capter ce marché-là. Et donc dans ces 500 milliards à 10 ans, je suis prêt à parier, en fait, la part de marché des professionnels du patrimoine, des courtiers, sera supérieure sur le PER à celle qu'ils ont dans l'épargne retraite des Français, dans l'épargne générale financière des Français. Je suis prêt à en prendre le pari, en tout cas on va s'y employer. Alors sur le plan patrimonial, en fait, il y a finalement une mine de stratégies
à très forte valeur ajoutée à déployer auprès de vos clients à très court terme, dès maintenant, dès le 1er octobre, dès mardi prochain, disponibilité des produits, en tout cas chez RS on est prêt, et puis pour la suite. L'idée se fonde sur une liste de stratégies assez simples. Je vous les cite, elles sont assez évidentes. Premièrement, si je souscris mon plan d'épargne retraite à partir de mardi prochain, tous les versements que je fais jusqu'au 31 décembre échappent à la diminution par 2 de la déductibilité qu'on a eue, vous savez, avec l'amendement Montchalin, sur la partie plafond épargne retraite à cause du passage au prélèvement à la source. Donc ça veut dire que tous vos clients sur lesquels vous faites des calculs subtils de plafond, de demi-déductibilité, est-ce qu'ils ont intérêt à verser, parce qu'ils ont versé en 2017 ou pas, etc., vous ne vous posez plus de questions. S'ils versent cette année, avant le 31-12, dans leur plan d'épargne retraite ouvert à partir de mardi prochain, déductibilité à 100% et toujours la mutualisation avec le conjoint des plafonds. Déjà, court terme, ça permettra normalement un décollage assez rapide. Le deuxième chose, c'est qu'évidemment, pour tous vos clients qui sont travailleurs non salariés et qui ont une retraite Madelin, dès lors qu'ils emploient au moins un salarié, le Madelin rejoint le nouveau PER. Et là, la stratégie assez simple, c'est qu'au fond, avec le nouveau PER, à partir du moment où il y a un salarié distinct du chef d'entreprise non salarié, vous pouvez créer une retraite Madelin sortant en capital, cas de déblocage résidence principale, et dopée à l'abondement de l'outil professionnel. L'efficacité, le levier pour le professionnel est incommensurablement supérieur à celui d'une Madelin classique, en plus de la souplesse que Lionel a très bien expliqué. Troisième cas, le PER est un super PEL, un super plan d'épargne logement. Vous savez tous que dans les plafonds épargne retraite de nos avis d'imposition, on parle des 2 membres du foyer fiscal, généralement les parents ou les partenaires de Pacs. On oublie toujours le plafond des enfants. Les enfants, ils ont un plafond épargne retraite spécifique de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, 4 000 €, avec le rattrapage des 3 années précédentes, donc 16 000 € la première année. Et souvent, ce qu'on fait quand on a un enfant qui naît, ou quand on commence à avoir un peu plus de moyens, on leur ouvre un PEL ou une assurance vie, et puis on leur verse un peu de présent d'usage pour leur permettre d'accumuler de quoi payer leur apport personnel pour devenir propriétaires de leur logement le jour où ils quitteront le foyer pour voler de leurs propres ailes. Si vous le faites sur un PER, nouvelle formule, les 4 000 € par an que vous pouvez mettre pour votre enfant qui est rattaché à votre foyer fiscal, qu'il soit mineur ou majeur, vous les déduisez de votre feuille d'impôt à votre tranche marginale d'imposition, celle des parents, qui est généralement supérieure à celle qu'ils subiront quand ils retireront pour le cas de déblocage principal, déblocage résidence principale, et sans qu'il y ait besoin de passer chez le notaire pour rendre coercitif le fait qu'ils ne peuvent pas l'utiliser pour autre chose et qu'ils n'iront pas le boire avec leurs camarades quand ils seront étudiants. Donc là, il y a un super PEL qui est une stratégie à valeur ajoutée assez facile à mettre en œuvre et qui va aussi accélérer l'équipement des plus jeunes en plan d'épargne retraite. Ça va bien fonctionner, je crois. Ensuite, il y a une fenêtre qui est ouverte jusqu'au 31 décembre 2022 de transfert de l'assurance vie vers le nouveau PER. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici au 31 décembre 2022, vos clients pourront sortir de leur assurance vie en franchise d'impôt sur les plus-values 2 fois le plafond habituel, vous savez, les fameux 4 600 pour une personne seule, 9 200 pour un couple, donc vous doublez ça. Et quand vous allez le faire, ça veut dire que vous sortez beaucoup plus, parce que si c'est 9 200 € pour un couple ou 2 fois 9 200 € de plus-value, vous sortez beaucoup plus de votre contrat d'assurance vie potentiellement, et vous le réinvestissez dans votre PER avec l'avantage fiscal à l'entrée. Et là, vous avez un levier considérable, parce que ça va finir par faire une économie d'impôt que vous pouvez replacer, et un levier de placement en brut dans le PER. Et vous pouvez faire les calculs. On en a abondamment parlé dans l'atelier qu'RS a animé hier. Les calculs rendent cette passerelle extraordinairement attractive, y compris quand on réintègre l'avantage successoral. Je vous parle de 2 stratégies encore, et je terminerai là-dessus. Une stratégie assez simple qui est que jusqu'au 1er octobre 2020, on a encore le droit de commercialiser les anciens produits. Et c'est très sage dans cette réforme. Pourquoi? Imaginez un de vos clients qui a été cadre ou agent de maîtrise dans plusieurs sociétés en tant que salarié et qui a accumulé ce que dénonçait Lionel, c'est-à-dire 3,83 successifs de 3 employeurs qui sont en réduction, qu'on ne peut pas migrer et qui continuent à capitaliser plus ou moins et qui ne pourra liquider qu'à la retraite. À partir du 1er octobre,
vous utilisez le transfert, la possibilité de transfert d'ordre public jusqu'à ce que le produit disparaisse, de ces avoirs 83 vers un PERP, un plan d'épargne retraite populaire qu'on peut toujours souscrire, jusqu'au 1er octobre 2020, pendant un an. Et à partir du 1er octobre 2020, vous laisserez ce PERP se transformer en PER. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ramassé des vieux 83 qui sortaient en rente et vous les avez convertis dans un compartiment qui pourra sortir, s'il le souhaite, en capital, ou en rente, ou un mix des deux. Et donc vous avez converti du 83 ancien, souvent en réduction et mal géré, en nouveau plan d'épargne retraite, avec la souplesse que le gouvernement a souhaité mettre en œuvre dans la réforme. C'est une stratégie à très forte valeur ajoutée, elle est à durée limitée, elle dure de mardi prochain jusqu'au 1er octobre 2020, mais il ne faut pas passer à côté sur tous ces avoirs que vous avez documentés chez vos clients, mais auxquels vous ne pouvez pas toucher aujourd'hui. Ils échappent à votre contrôle puisqu'ils étaient non transférables. Et voilà. Et je termine avec un dernier point, qui est qu'on a créé le nouveau plan d'épargne retraite avec ces 3 compartiments, mais on a aussi, et c'était un des éléments de la réforme, mais on l'a eu en avance, donc merci au gouvernement, on a aussi dopé les dispositifs de partage du profit en supprimant le forfait social au 1er janvier dernier pour la participation, l'intéressement et l'abondement dans tous les plans d'épargne, y compris le plan d'épargne d'entreprise de base, dans les entreprises de moins de 50 salariés. Et donc ça veut dire que dans votre devoir de conseil, dans votre acte de conseil, il y a un enjeu d'intégration de cette politique de flux de partage du profit et d'intégration du plan d'épargne d'entreprise de base dans l'acte de conseil. Vous voyez, vous avez un boulevard devant vous de stratégies à très forte valeur ajoutée à exploiter. Je termine, Jean-Charles, en disant que la distribution est essentielle. Là, je reprends ma casquette de vice-président de Planète CSCA, et puis on a beaucoup collaboré avec le Trésor et avec les acteurs de la place, toutes les associations professionnelles, ANACOFIS, CNCGP, AGA, des agents généraux, compagnie des CGPI, CNCIF, je ne voudrais oublier personne. On a beaucoup travaillé ensemble et on a fait intégrer dans la loi un devoir de conseil à chaque étape essentielle de la vie du produit. À la souscription, au moment de la décision ou non d'opportunité de transfert, quand vous avez un Madelin ancien avec des garanties de table de mortalité, des taux techniques élevés, garantie, il faudra faire un acte de conseil pour savoir si l'opportunité du transfert est là. Même chose pour les 83. Et puis évidemment, avec cette liberté à la sortie, capital ou rente, en une ou plusieurs fois, il y aura un acte de conseil essentiel au moment de la décumulation. Et pour prolonger ce qu'a dit Xavier, un acte de conseil aussi sur l'allocation pendant la phase de décumulation, puisqu'on peut rester investi. Si on est en rachat partiel programmé en rente financière et non pas en rente viagère, on peut rester investi sur des actifs partiellement risqués pour continuer à générer du rendement pendant une phase à la retraite. On a besoin de ces sous et où vos clients peuvent avoir une espérance de vie qui est encore de plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est essentiel. Et donc, il faudra évidemment vous former. Si vous ne l'avez pas déjà fait, on est prêt à le faire pour que vous puissiez vous emparer de ce marché et contribuer à faire de cette réforme un succès et aussi un gros succès pour la profession puisqu'elle est de nature à vous permettre d'augmenter votre part de marché dans l'épargne financière des Français. Merci Jérôme, je crois que c'est très, très complet parce que merci pour toutes ces petits conseils, ces petites astuces patrimoniales. Je rappelle que la mission sera bientôt en replay, c'est ce que l'on m'a dit. Puis je suppose que tout ça est traité dans Game of Pact, en partie. C'est évidemment dans la série Game of Pact que je vous encourage 5 fois un quart d'heure, n'hésitez pas pour démarrer, c'est bien. Non, parce qu'il faut suivre. Ce qui est intéressant, c'est le côté, ce que vous dites, c'est un produit pour les conseillers en gestion de patrimoine, c'est un produit patrimonial, cette fois-ci, le PER. Vous pouvez répondre tous ensemble, mais moi je le ressens comme ça en tout cas. C'est un produit qui va se conseiller et pas un produit qui va s'acheter. On est vraiment l'épargnant, cette réforme met l'épargnant au cœur vraiment du dispositif. Et donc c'est bien le conseil adapté à sa situation personnelle, à chaque étape de son existence, et c'est vous qui êtes les mieux placés pour le délivrer. Et merci de rappeler quand même les quelques précautions qui s'imposent. Je compléterai juste, c'est pas un produit patrimonial, c'est un produit pour tous les Français pour préparer quand même la retraite future. N'occultons pas ce point qui est essentiel à la veille d'une grande réforme du pilier 1, ce qu'on appelle la retraite par répartition. Et je vous laisse deviner ce qui se passera à l'avenir de cette réforme. En tout cas, elle n'est pas encore complètement écrite. Néanmoins, il y a vraiment une nécessité pour tous. Et donc, l'idée poussée par Jérôme sur la constitution du PER pour les plus jeunes est une très bonne idée, puisqu'effectivement, plus tôt on commence à épargner, mieux c'est pour accumuler ce fameux capital. Voilà. Et alors, produit pour tous les Français. Je me tourne vers Lionel parce qu'on en a longuement parlé. On a eu quelques débats tous ensemble. Nous avons réussi dans cette réforme un tour de force que je ne croyais pas possible de mon vivant. C'est de faire revenir dans le champ concurrentiel, donc sous votre contrôle, toute une partie de l'épargne retraite des Français, des fonctionnaires, des hospitaliers, qui échappaient au champ concurrentiel.
Et donc, ça veut dire qu'on a élargi le marché et qu'on va permettre à toute cette population-là, qui n'est peut-être pas votre terrain de jeu habituel, de rentrer dans le scope de la distribution à valeur ajoutée. Et donc, c'est aussi une nouvelle frontière qui va permettre de mieux servir ces épargnants-là. Merci. Merci aussi d'avoir rappelé quelques précautions quand même quand on fait des transferts, quand on a des contrats Madelin, notamment avec de belles garanties de table et des bons taux techniques, faire attention. Voilà, il faut aussi vraiment faire très attention aux études actuarielles individuelles pour regarder si votre client, compte tenu de son âge, de son sexe, de son espérance de vie résiduelle, a intérêt à transférer ou pas des contrats très anciens, mais vous saurez très bien le faire. Et puis les services d'actuariat des différents acteurs sont là pour ça. Chez RS, on a un outil qui permet de faire ces études-là, par exemple. Alors j'ai beaucoup de questions, je vais essayer c'est difficile de la synthétiser, mais j'aimerais donner satisfaction à tout le monde. Il y a beaucoup de questions sur la fiscalité. Pourquoi est-ce, dit-on, est-ce que c'est si compliqué? Vous pouvez juste nous redonner un cadre? Bien sûr, il faut rentrer dans le détail, mais les versements sont déductibles ou pas déductibles au choix, imposables ou imposables différemment au choix. Est-ce que vous pouvez nous rebrosser le détail? On me demande aussi est-ce que les transferts seront déductibles. Voilà, c'est M. Lionel Corr qui va s'y coller forcément. Bon, alors je vais plutôt passer un message de simplicité. Le principe est simple. Encore une fois, on a généralisé la déduction à l'entrée et donc le report d'imposition au moment de la liquidation, avec généralement en plus le fait que les tranches d'imposition sont plus faibles à ce moment-là. Alors ensuite, je vais rentrer un peu dans le détail, mais peut-être pas dans tous les détails. En fait, le dispositif, très généralement, que ce soit pour les conditions de sortie, que ce soit pour la fiscalité, dépend des conditions d'entrée. Et c'est ça le grand principe de la réforme. C'est ça le grand principe qu'il va falloir expliquer à vos clients, avec évidemment la nécessité pour les compagnies, la nécessité pour les acteurs, pour les professionnels, de pouvoir suivre les sommes par construction. Donc, il y a l'épargne salariale qui, comme aujourd'hui, défiscaliser l'entrée, défiscaliser la sortie, c'était important. On reste dans le cadre de l'épargne salariale et en compétition avec l'épargne salariale en général. Donc c'était important de garder ce principe-là. Donc intéressement, participation. Deuxième origine, ce sont les versements programmés de l'entreprise, du salarié. Donc ce sont des choses qui sont obligatoires, automatiques. Là, le principe, c'est pas fiscalisé à l'entrée, c'est fiscalisé à la sortie. Et avec deux cas de figure de sortie, on prend une rente ou on prend du capital. Alors le capital, il peut être en plusieurs fois, il y aura de la créativité en la matière, c'est important de laisser cette option-là. Et l'idée, c'est que dans les deux cas, en fait, on a une imposition à l'IR. Alors ça veut dire quoi pour le capital? Ça veut dire IR option PFU sur les revenus. Et puis pour les rentes, l'équivalent de l'impôt sur le revenu pour les rentes, c'est ce qu'on appelle les RVTG, le régime des rentes viagères à titre gratuit, donc c'est de l'IR après abattement de 10%. Troisième origine, ce sont les versements libres, donc c'est les produits individuels en fait, ou ce sont les versements libres au-delà de ce qui est automatique sur un produit d'entreprise ou tout ce qui est versement libre plus généralement sur un produit d'entreprise. Et donc là, il y aura deux possibilités, soit on veut défiscaliser à l'entrée, ce qui sera le cas typique pour beaucoup de Français. Dans ce cas-là, en fait, c'est exactement ce que je viens d'expliquer pour les versements automatiques, des fiscalisations à la sortie selon les mêmes conditions. Et puis, pour ce qui concerne ceux qui feront le choix de ne pas défiscaliser à l'entrée, parce que par exemple, ils ne sont pas fiscalisés, et bien dans ce cas-là, évidemment, on ne va pas les fiscaliser à la sortie, et le capital ne sera pas fiscalisé, on n'aura que les produits qui le seront. Voilà. Ensuite, je peux parler des prélèvements sociaux. Allez, en une minute. Allez, en une minute. Le principe est un peu pas du tout le même, en fait, non. Les prélèvements sociaux restent faits à l'entrée. Mais la grande nouveauté qu'on a sur ce produit, et c'est quand même important de le souligner, c'est qu'on n'aura pas de prélèvements sociaux sur le capital à la sortie, ce qui est quand même nouveau dans la sphère sociale. Et donc, c'était important aussi pour ce produit. Donc, on n'aura pas de double prélèvements sociaux, les sommes le seront à l'entrée, elles ne le seront pas à la sortie. Pour le capital, on l'aura simplement sur la fraction qui correspond au produit. C'est intéressant, c'est 17,2 quand même. C'est pas neutre. Les prélèvements sociaux, on les oublie, mais c'est pas neutre. Je voudrais rajouter un petit point sur la magnifique panorama de Lionel. Heureusement qu'il y a des gens au Trésor qui ont la vision complète de ce panorama fiscal et social. Mais un truc que vous allez très bien comprendre. Vous connaissez tous le pouvoir de la capitalisation dans le temps. Les intérêts composés, les intérêts sur les intérêts. C'est pour ça que le temps, non seulement il réduit le risque, Xavier en a très bien parlé, quand on est bien investi avec une bonne allocation,
suffisamment diversifiée, mais qu'en plus, la capitalisation avec les intérêts sur les intérêts crée une valeur brute à la sortie qui est considérable. Et donc la question c'est, est-ce que c'est plus avantageux, le nouveau PER, si je suis bien dans une logique retraite ou résidence principale, que l'assurance vie par exemple, puisque je ne suis pas taxé pareil à la sortie. Et en fait, la puissance de l'avantage fiscal à l'entrée fait que vous investissez beaucoup plus. Hein, c'est assez simple à comprendre. Si j'ai 700 € à placer, enfin si j'ai 1000 € et que j'ai une tranche marginale d'imposition à 30%, avec l'avantage fiscal, je place 1000 dans mon PER alors que je placerai que 700 en assurance vie. Vous laissez la puissance de la capitalisation se dérouler. À l'échéance, vous avez évidemment un capital brut accumulé qui est bien supérieur dans votre PER que dans votre assurance vie, puisque vous avez capitalisé sur 1000 de départ et pas sur 700. Et même avec un différentiel de fiscalité à la sortie, dans la plupart des cas, le rendement net que vous allez pouvoir retirer du produit PER sera supérieur à celui d'une assurance vie. On vous a même fait le calcul, vous regarderez ça dans Game of Pact ou dans le support de l'atelier d'hier, pour montrer que même en réintégrant l'avantage successoral, dans un très très grand nombre de cas, l'avantage successoral, à cause de cette capitalisation brute, sera meilleur en transmission nette sur le PER que sur l'assurance vie. Et c'est pour ça que notre conviction, c'est qu'avec votre aide à tous, cette réforme va être un succès. Il y a pas mal de questions aussi, Jérôme, puisque vous avez le micro, sur le match assurance vie PER, notamment au niveau de la transmission. Oui, et donc ça, c'est assez simple. Alors, je crois que j'ai une page là-dessus, je ne sais pas si on peut mettre les diapos. Voilà, je vais vous le mettre ici. Non, pardon, qu'est-ce que je dois faire? C'est rouge. Voilà, non, c'est pas celui-là. Est-ce que j'y arrive? Ça a l'air d'y ressembler. Pardon, merci. Alors, je veux passer là. Voilà. Donc, là, vous avez une petite simulation qui dit, en fonction de ma tranche marginale d'imposition à l'entrée, donc combien de déductibilité j'ai quand je place de l'argent sur mon PER. Vous avez le calcul, vous avez toutes les hypothèses en bas, on peut en discuter et vous aurez plus de détails auprès de notre équipe. Vous avez le calcul qui montre que dès lors que votre tranche marginale d'imposition à l'entrée est de 30% ou plus, vous transmettez en net plus sur le PER qui n'apportant pas d'avantage successoral que sur l'assurance vie, à hypothèse de rendement équivalente sur la durée. Et là, c'est un exemple pour les plus puristes d'entre vous sur quelqu'un qui serait taxé à 20% en droit de succession, c'est-à-dire qui se situe dans une tranche de succession inférieure à 552 000 €. Vous connaissez ça aussi bien que moi. Et donc, il y a sur les plus-values, parce que vous investissez en brut, un net avantage au PER dans la durée versus l'assurance vie, et même sur la succession, ça se regarde de très très près dans l'intérêt de vos clients, et vous avez donc là un acte de conseil essentiel à faire pour utiliser la passerelle ouverte par la loi jusqu'à fin 2022 de transfert du contrat d'assurance vie vers le PER en franchise d'imposition sur les plus-values et avec la déductibilité à l'entrée. D'accord. Xavier Collot, je voudrais que vous reveniez sur, je me tourne vers vous, mais ça peut être également nos deux autres intervenants, mais sur je trouve qu'on ne parle pas assez du PER compte titre. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Alors, et comment ça va fonctionner? C'est une très bonne question parce quand on parle de PER, on fait toujours l'amalgame en disant le PER est forcément assurantiel. Non, le PER et la loi a ouvert tout ce marché qui était avant très assurantiel sur l'épargne longue, l'épargne retraite, à un marché qui va s'appeler le contrat d'assurance ou le contrat compte titre. Alors, le PER en compte titre, c'est quoi? C'est ni plus ni moins l'équivalent de ce que vous connaissez sous forme de PEA, sauf que c'est une enveloppe qui est régie par la loi Pacte, avec les mêmes conditions évoquées par Jérôme et Lionel, les versements volontaires défiscalisés, la gestion pilotée, et donc avec quelques subtilités, puisqu'en termes d'efficacité coût, on peut imaginer qu'il n'y a pas d'enveloppe de frais sur l'enveloppe compte titre, alors qu'il peut y en avoir sur un contrat d'assurance. Par ailleurs, ça permet d'implémenter beaucoup plus facilement une gestion sous mandat, qui peut faire d'OPCVM, qui peut faire de titres vifs, et donc qui va laisser une plus grande latitude pour la personne qui est plutôt patrimoniale, d'avoir une grande souplesse dans la gestion de ce dispositif à vocation retraite. Donc moi j'y vois une grande attractivité de ce PER compte titre. Il a juste un défaut, c'est la succession. Mais j'ai envie de dire, est-ce que le sujet de la succession est un sujet pour l'épargne retraite? En fait, le sujet de la succession est un faux sujet, puisque que ce soit assurantiel ou compte titre, il faut surtout mourir avant 70 ans pour que ça soit valable. Donc pour que ça soit en franchise de succession de 152 500 €. Alors, compte tenu que personne ne souhaite mourir avant 70 ans, ce n'est pas un bon argument commercial, le sujet de la succession. Pour autant, le compte titre est probablement un bon argument pour faire une gestion très discrétionnaire
modulé en fonction du client que vous avez face à vous. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est comme on investit plus en brut à l'origine, puisqu'on a eu l'avantage fiscal, on a bien le pouvoir de la capitalisation qui fait que même avec réintégration des droits de succession, pour les clients les plus fortunés que vous servez, il y a évidemment un avantage au PER. Alors j'en profite pour rebondir sur ce qu'a dit Xavier. Il dit un petit problème de succession sur le compte titre, je vois Lionel qui sourit, il me dit ça y est, il revient avec son truc. On n'a pas tout obtenu de la Direction Générale du Trésor qui était à la manœuvre et du gouvernement sur tout ce qu'on voulait. On n'a pas tout obtenu. Mais c'est quand même une bonne réforme, et les points que nous n'avons pas obtenus, on ne va pas les lâcher. Ça, je vais vous le dire, tous ensemble. C'est vrai pour l'alignement, si on veut une vraie concurrence entre solutions assurantielles et solutions compte-titres d'épargne salariale sur l'alignement sur la succession, c'est essentiel, on reviendra dessus. C'est vrai sur la petite pénalisation du cas de déblocage résidence principale, qui reste extrêmement avantageux et liquide, mais sur lequel on a encore un petit différentiel de fiscalité qui nous soucie, on est d'accord ? Voilà. Et puis, 2-3 autres trucs de réglage fin. Avec toutes les associations qui nous représentent, qui vous représentent, on a beaucoup discuté avec le Trésor sur le niveau de cantonnement quand on serait en assurantiel. Nous n'avons pas obtenu gain de cause. On a un cantonnement général. Il nous soucie en tant que défenseur des épargnants. On va surveiller ça de très très près. On aurait préféré un cantonnement par produit ou au moins par lot de produits à garantie technique équivalente pour éviter que les nouveaux épargnants ou que nos confrères assureurs industriels soient tentés de remettre dans le canton des contrats à garantie ancienne sur lesquels, si vous me passez l'analogie maritime, ils ont mouillé leur bateau un peu court et la marée monte. Voyez. Donc ça, on va surveiller ça de très très près, et vous aurez aussi, nous aurons tous un rôle de conseil sur la façon dont les assureurs vont cantonner ces actifs pour être sûr que vous mettez vos clients au bon endroit. Donc juste une petite précision quand même, parce que moi sur ce compte titre, je vais verser sur un compte titre sur lequel j'aurai la défiscalisation, d'ailleurs qui n'ont pas changé à l'entrée, vous n'avez pas changé les plafonds, pour que ce soit pour l'ex-Madelin. Ça fait partie des petits points sur lesquels on va revenir bientôt, surtout si la réforme des retraites arrive au bout. Ok, alors on va y revenir, mais il y aura donc une défiscalisation à l'entrée, je verse sur un compte titre. Un compte titre, ça se gère, ça s'arbitre. Qu'est-ce qu'on fait au niveau quand on fait les arbitrages avec les plus-values? Est-ce qu'il y a une fiscalité qui est neutre? Est-ce que c'est étanche? Votre question est intéressante parce qu'on a l'impression d'opposer le compte titre au contre assurance. C'est une enveloppe. Ensuite, aujourd'hui, dans un PEA, vous pouvez arbitrer, vous pouvez acheter des titres vifs, vous pouvez faire de la rotation de portefeuille, vous pouvez faire de la location sectorielle. Le PER compte titre, c'est la même chose. Sauf que c'est une enveloppe épargne retraite avec l'ensemble des conditions qui ont été évoquées sur la fiscalité à l'entrée, la défiscalisation à l'entrée, la fiscalisation à la sortie, le cas de déblocage pour l'acquisition de la résidence principale, et tout ce qu'on a pu évoquer dans le détail avec la gestion pilotée par défaut, ainsi de suite. Donc c'est juste une question d'enveloppe. Je gère en franchise fiscale, c'était ça ma question. En fait. Oui, et probablement qu'à travers le PER, on va aussi redécouvrir le PEA en fait, indirectement. Sorti en rente viagère défiscalisée, ce qui n'est pas mal non plus, le PEA. On l'oublie un peu. Beaucoup de questions techniques. Vous allez avoir vraiment beaucoup de travail tous, parce que pour les résumer, c'est pas difficile. Chacun y va sur beaucoup de questions sur la fiscalité quand même. Je dois vous le dire, c'est pas forcément vous qui n'êtes pas clair. C'est quand même, elle est complexe. Va falloir bosser le sujet. Non, c'est vrai, c'est sérieux. Même moi, ça me donne des sueurs froides. On va vous faire des petits outils de calcul. Il va falloir faire des outils. Il y a une question qui revient souvent justement sur ce fameux contrat Madelin. On me demande finalement est-ce que l'obligation de versement continue? Et est-ce que la fourchette de versement de 1 à 15 est-elle toujours d'actualité? Alors c'est une très bonne question. Donc vous l'avez compris, le Madelin et le PERP sont réunis. Le plafond Madelin, le MAD 10, le MAD 15, que vous connaissez par cœur, ne change pas. Hein, même disponibilité, on va en reparler. Hein. Et ça va sur le compartiment 1, mais il n'y a plus d'obligation de versement minimum régulière. Le PER, de ce point de vue-là, est un Madelin qui devient beaucoup plus souple, pas seulement à la sortie, on en a parlé, liberté de choix, rente au capital, mais aussi dans la séquence de versement de votre client travaillant non salarié. Et je rappelle que s'il a un salarié distinct de lui, il peut en plus défiscaliser ses versements Madelin, MAD 10, MAD 15, le reste de son PER s'il en reste, parfois il en reste, et doper ça avec un abondement issu de son outil professionnel. Donc il y a vraiment beaucoup de valeur à délivrer. Je voulais juste rajouter un point qui n'a rien à voir avec le Madelin, mais globalement sur le PER, un point qu'on n'a pas cité, c'est un excellent outil de prévoyance, puisque le législateur a prévu un cas de déblocage qui s'appelle le DC, en franchise de toute taxe, hormis la CSG-CRDS sur les plus-values. Donc, il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que ça veut dire tout au long de sa phase de professionnalisation,
On va créer un capital qui, malheureusement, le cas échéant, est un capital prévoyance. Merci. Alors sur la fiscalité, vous aviez, Jérôme, un petit débat. C'est du réglage fin, mais il va y C'est avoir du un réglage PLF fin 2020 ou un PLFR 2019. On doit pouvoir en parler, mais on va laisser la primeur des discussions qu'on aura tous, toute la place, quand on va revenir voir Lionel à la Direction Générale du Trésor prochainement. Parfait. Ils savent compter sur nous. Oui, ils savent qu'on est disponible. Bon, Monsieur Delcor, franchement, vous avez du travail. Je ne sais pas, j'ai des questions formidables. Alors, quand on est journaliste, c'est bien parce qu'on se dit, tiens, on va pouvoir y répondre. On a plein d'articles à faire. Je ne vais pas vous les poser comme ça. On me dit, si je sors 1 million de mon père en capital et que ma tranche marginale d'imposition est de 25% en année N-1, quelle est l'imposition? Allez, tac, comme ça. Donc, vous voyez, c'est juste pour vous donner des exemples. Je ne sais on, pas on vous fera, voilà. dès le 1er octobre, il y a des simulateurs, Voilà. vous pourrez venir les chercher, faire les calculs. Ce qui est clair, là, je voudrais dire un truc vraiment d'ingénierie simple. Dans énormément de situations, vous le savez, et ça ne va pas s'arranger avec la réforme de la retraite par répartition, la tranche marginale d'imposition de vos clients à la sortie est inférieure à leur tranche marginale d'imposition à l'entrée. Et donc, puisque la puissance de la capitalisation sur du brut, puisqu'il y a eu l'avantage fiscal à l'entrée, porte tout son effet dans la durée, quand on repart et qu'on retranche et qu'on reprend l'avantage fiscal, on le reprend à une tranche marginale d'imposition qui va être, dans la plupart des cas de vos clients, inférieure. Et c'est là où le levier, j'utilise ce mot à dessein, le levier du nouveau PER ouvre un boulevard de conseils et c'est pour ça que ce produit sera un succès. Merci. Merci à tous. Il est 15h49, donc cette conférence est terminée. Donc je vous le dis encore, il y a beaucoup de questions sur la fiscalité, donc préparez des formations, préparez des slides, préparez dans vos tournées, parce que bon, effectivement, la gestion fiscale fait partie de cette enveloppe. Et on ne peut pas évidemment tout traiter dans une plénière, vous vous en doutez. Merci à tous. Bon retour chez vous et puis surtout, n'hésitez pas évidemment à interpeller nos intervenants. Je ne sais pas si... bon, ils ont peut-être un train eux aussi. Et puis j'espère vous donner rendez-vous la semaine prochaine, l'année prochaine, et que l'épargne retraite aura un peu décollé. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir.